bonsoir Thierry Magnin. Voilà, donc je ne sais pas s'il faut vous présenter parce que je pense que tout le monde vous connaît, mais je vais quand même le faire. Donc vous êtes recteur de l'Université catholique de Lyon depuis septembre 2011, docteur en sciences physiques et docteur en théologie. Donc avant Lyon, vous étiez à Saint-Étienne, professeur de physique à l'École nationale supérieure des mines et directeur de laboratoire en physique des matériaux et membre du comité national du CNRS. Et comme le mentionne la quatrième page de couverture du livre, vous vous êtes toujours intéressé par la relation entre la science et la foi. Alors moi j'ai trouvé ce livre remarquable. Voilà, je trouve qu'en quelques pages, vous arrivez à jeter sur le papier une belle synthèse, accessible aussi bien pour les initiés que les non-initiés. Donc pour ceux qui sont un peu apeurés, vous proposez des paragraphes en gras, ce qui permet un petit peu d'entrer plus facilement dans le livre. Et au fur et à mesure des pages, en pressant les enjeux de ces nouvelles sciences, les défis formidables qu'elles ouvrent et aussi les questions qu'elles posent à l'homme. Alors dans ce livre très pédagogique, vous vous intéressez donc à ce qu'on appelle les biotechnologies et les technosciences. Pourriez-vous nous préciser pour commencer ce que sont ces nouvelles biotechnologies ? Voilà, donc je vais commencer par technosciences, puisque les biotechnologies, ça fait partie des technosciences. Pourquoi on appelle ça technosciences alors qu'on pense à science d'un côté, à technique de l'autre, ou technologie. Dans l'histoire de l'humanité, la technique a largement précédé la science. Bon, nos ancêtres les plus savaient faire des tas de prouesses techniques sans forcément comprendre la science sous-jacente. Et puis ensuite, ça s'est plutôt inversé dans l'histoire. Et quand j'étais jeune, disons, on pensait la technique comme un aboutissement de la science. On savait bien que pour faire des sciences, il fallait aussi avoir des microscopes, des tas d'instruments, mais la technique, elle était au bout de la science. Et de nouveau, c'est en train de s'inverser avec ce qu'on appelle les technosciences. On fait de la science sur des produits de la technique. C'est-à-dire qu'on comprend en même temps qu'on fait. Et non pas simplement comprendre, puis ensuite faire. On comprend en même temps qu'on fait. Autrement dit, on découvre des éléments scientifiques à partir des produits technologiques et, vous voyez, l'inversion que ça suppose. Je vous donne un exemple, et puis mes réponses soient courtes, c'est ça. Je vous donne un exemple. Comme physicien, physico-chimie, on avait des microscopes très performants, effet tunnel, comme on dit, ou force atomique, bon, oubliez ces noms, pour imager les atomes des surfaces des matériaux. Et un atome, c'est à l'échelle du milliardième de mètre, même en dessous, 10 milliardième. Donc c'est tout petit, on ne les voit pas. On les imageait avec ces microscopes. Donc vous voyez, un outil d'observation de phénomènes physico-chimiques à la surface. C'est devenu un outil de production, puisqu'aujourd'hui on est capable de fabriquer des matériaux atome par atome grâce à ces microscopes qui vont prendre des atomes, qui les lient avec d'autres. Donc vous voyez, un outil, plutôt un magnifique microscope d'observation est devenu un outil de production. Ça aussi, ça nous donne l'inversion technosciences. Parmi ces technosciences, il y a les biotechnologies. Alors les biotechnologies, elles sont pratiquées depuis très longtemps. Vous avez déjà tous entendu parler des OGM, les organismes génétiquement modifiés. Ça fait des ravages en France au niveau des, je dirais pas des débats, plutôt des non-débats passionnels. Mais ça fait longtemps qu'on trafique, si je puis dire, les végétaux. Il y avait aussi des biotechnologies tout à fait peu dont on bénéficie, comme tout ce qui est lié à la fermentation. Il y a des technologies liées à la fermentation. Il y en a dans la bonne bière, par exemple. Bon. Voilà. Ici, c'est des technosciences. Pourquoi ? Parce que elles vont s'allier aux nanotechnologies. Et ça va être des nanobiotechnologies. C'est-à-dire que ces biotechnologies vont être, donc c'est un travail sur du vivant, et ça va être à l'échelle nanométrique, qui va justement correspondre à l'échelle des atomes ou de quelques dizaines d'atomes dont je parlais tout à l'heure. Et ça, parce qu'on a des
technosciences qui s'appellent les nanotechnologies. On est capable de façonner le monde atome par atome, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et le vivant, on va le traiter à cette échelle-là. Et par exemple, on est capable de fabriquer de l'ADN, vous avez déjà entendu ce nom, hein, l'acide désoxyribonucléique. Tous les voleurs, par exemple, laissent, s'ils n'ont pas des bons gants, une trace, et on peut les retrouver, et même très longtemps après, parce qu'ils ont laissé une trace d'ADN. L'ADN, c'est une des briques élémentaires du vivant. Alors, c'est un long filament, mais sa taille minimale, c'est justement quelques nanomètres. Hein. Et donc, on est capable aujourd'hui de façonner une brique élémentaire qui s'appelle l'ADN, synthétiquement, artificiellement, on est capable de la fabriquer. Ça, c'est de la nanobiotechnologie, une technoscience. Et la biologie de synthèse? La biologie de synthèse, ça va justement être le projet de fabriquer aujourd'hui des morceaux de vivants complètement artificiels. Aujourd'hui, des morceaux, et certains pensent que demain, des cellules complètes, vivantes, entièrement artificielles. Alors ça, c'est une énorme question dont certains disent que c'est un fantasme complètement impossible, d'autres disent mais si. Pour l'instant, pour vous donner un exemple, voilà quand même quelque chose qui a produit beaucoup d'effets en 2010, un dénommé Craig Venter, qui est un grand chercheur sur le séquençage du génome. Alors peut-être qu'il faut que je dise 2-3 choses. Hein. Vous savez tous qu'on a des gènes, hein, mais avec un G. Hein. Bon. On a des gènes et ces gènes, tout l'ensemble de nos gènes, ça forme un génome. C'est la bibliothèque qui comporte tous les livres, chaque livre étant un gène. Hein. Et ces gènes vont piloter la production des protéines et donc vont piloter beaucoup d'éléments de notre comportement. Tout cela correspondant à un code qu'on appelle le code génétique. D'accord ? Ce qui fait d'ailleurs que nous avons tous notre code singulier. Hein. Bon. À partir de là, ce code génétique qui va s'exprimer, s'il s'exprime, c'est de l'information. Hein. Donc on va être capable de traiter comme n'importe quelle information. Hein. On va être capable de copier ces gènes sous forme d'information et de le reproduire de manière artificielle et de fabriquer comme ça des génomes. Alors aujourd'hui, on est capable de fabriquer le génome d'une bactérie avec au minimal 600 gènes. Bon, on n'en est pas encore aux 30 000 voilà, qui sont nécessaires pour nous, mais ce n'est qu'une question de temps, se dit-on. Hein. On est capable aujourd'hui de fabriquer le génome artificiel d'une bactérie. Vous savez, les virus, on ne sait pas, on n'est pas encore sûr si c'est véritablement des vivants, mais les bactéries, c'est des vivants. Hein. On en a d'ailleurs des colonies et des colonies qui sont en train de travailler dans notre ventre en ce moment. Bon, hein. C'est énorme. Bon. Et qui jouent un rôle très important, on en parlera tout à l'heure, un petit exemple. Hein. Et donc, M. Craig Venter, justement, il a été le premier, en 2010, à substituer le génome naturel d'une bactérie naturelle, et il y a mis un génome artificiel dans cette bactérie naturelle, et la bactérie naturelle a eu son programme de développement génétique à partir du génome artificiel qui lui avait insufflé, si je puis dire. Hein. Autrement dit, vous voyez, on est capable déjà de modifier le comportement d'une bactérie en lui modifiant son génome ou en remplaçant complètement son génome en mettant un génome complètement artificiel. Ce qui est énorme. Quelle est la matière qui compose le génome artificiel? Eh bien, c'est alors, très bonne question. Donc, je reprends la question peut-être pour qu'on puisse bien suivre. La question, c'est quelle est la matière qui constitue le génome artificiel? À l'échelle des gènes et à l'échelle nanométrique dont je parle jusqu'à présent, il n'y a pas de différence de composition entre la matière inerte et la matière vivante. Il y a évidemment une différence d'organisation, mais pas de différence de composition. Autrement dit, il y a du carbone, par exemple, il y a de l'azote, il y a de l'oxygène, enfin, tous des éléments qu'on maîtrise parfaitement. Hein. Donc, on est capable de fabriquer des génomes artificiels à partir de ces éléments inertes. Hein.
Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est pas de les fabriquer, c'est déjà une prouesse, mais surtout qu'ils vont fonctionner quand on les met à l'intérieur d'une bactérie naturelle. On n'est pas capable aujourd'hui de fabriquer une bactérie complètement artificielle. On n'est pas capable aujourd'hui de fabriquer une cellule complètement artificielle, la cellule étant, on pourrait dire, la base un peu du vivant, cellule complètement artificielle. On est capable par contre de modifier, pas un détail, mais de substituer, de modifier complètement le génome. Et l'idée, vous voyez, application concrète de ça. Ça va, application concrète de ça. En ce moment, on est dans l'un des sujets de recherche sur lesquels on travaille avec les amis toulousains, une représentante dans cette salle. C'est des bactéries à qui on fait produire des biocarburants au lieu de faire autre chose. Notamment, l'une des voies, c'est de transformer leur génome, de transformer leur fonction, et ils vont aller manger des écorces de la biomasse, comme on dit. Et l'idée, c'est qu'en mangeant des colonies et des colonies de bactéries, mangeant des biomasses, vont faire ce qui a mis très longtemps à se produire dans les sous-sols, dans le sol de notre Terre, pour produire des biocarburants qui vont consommer beaucoup moins de carbone, qui vont polluer beaucoup moins de CO2, beaucoup moins de vin, etc. On travaille ça avec l'INRA, avec Airbus, Total, Veolia. Airbus est particulièrement intéressé parce qu'évidemment c'est moins polluant, ça coûte moins cher, etc. Plein d'espoir là-dedans. Donc des applications déjà de ce côté-là très importantes. Et puis je ne sais pas si vous allez me poser la question, mais il y a des applications dans le monde médical. Alors, je ne sais pas si, allez-y, si on peut en prendre, et qui sont très intéressantes. Donc il y a d'abord beaucoup d'applications potentielles, parce que tout ça c'est pas encore fait, c'est en cours de. Potentiellement, il y a beaucoup d'applications très intéressantes, et c'est ça aussi qu'il faut dire, avant de dire les problèmes éthiques et surtout les dangers éventuels, bien sûr. Alors par exemple, je vous donne deux exemples. Déjà avec les nanotechnologies, on était capable de faire des médicaments vectorisés, comme on dit, une espèce de wagon à l'échelle des nanotechnologies dans lesquelles on met une protéine, on cible ça et la protéine va être véhiculée par son wagon pour aller se déposer à l'endroit précis d'une cellule malade qu'il s'agit de guérir avec la protéine en question. Voyez. Donc on est capable de faire des médicaments ciblés, vectorisés, on dit, avec ces espèces de petits wagons construits d'atomes à l'échelle nano. Donc c'est quand même très intéressant, en particulier pour soigner les débuts de cancer, plutôt que d'aller faire des rayons qui vont griller non seulement les mauvaises cellules, mais les bonnes, plutôt de faire un dégât monstre avec effets collatéraux, on va essayer de... Vous pouvez faire aussi des nanopuces, des véritables laboratoires qui vont aller analyser les cellules très localement, des espèces de nano-laboratoires, des nanopuces qu'on va mettre dans le corps et qui vont dire, ben là ça se va bien, là c'est en train de proliférer, c'est toujours souvent pour le cancer, des choses comme ça. Puis vous allez pouvoir fabriquer ces fameuses bactéries remodifiées et qu'on va utiliser comme vecteur également pour aller soigner des débuts de cancer. Non. Des espérances très très fortes, potentiellement très intéressantes, et déjà au stade du début d'application clinique, au tout début. Donc, potentiellement, plein d'applications intéressantes, aussi bien dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des biomatériaux. Alors, toutes ces biotechnologies, on l'imagine, amènent un bouleversement dans notre appréhension du vivant, et surtout dans celle de l'homme, et donc des interrogations éthiques. En introduction, vous prenez le temps de distinguer éthique, morale et déontologie. Pourquoi ces distinctions et quel est leur intérêt? Alors, je ne vais pas répondre de manière théorique, je vais répondre de manière directement d'expérience. Dans les contrats de recherche sur lesquels nous sommes, aussi bien ici à la Cato de Lyon qu'à la Cato de Toulouse, plateforme éthique de recherche, avec l'INRA, avec les industriels dont je vous parlais tout à l'heure. Il a été décidé, ce sont des grands contrats avec l'Agence nationale de la recherche scientifique sur 8 ans, il a été décidé que
la recherche en éthique devait aller de pair avec la recherche en biotechnologie. Ça, c'est déjà un énorme progrès par rapport au passé, parce que souvent, vous savez, on se pose les questions éthiques une fois que les produits sont sortis et qu'ils ont déjà fait du dégât. Il ne faut pas être surpris à ce moment-là qu'il y ait une défiance de plus en plus grande, malheureusement certes, mais par rapport aux sciences et technologies aujourd'hui, qui font peur, parce qu'on se pose les questions une fois que le produit est parti dans la nature, quoi. Donc là, l'idée était de ne pas reproduire cette erreur-là. Très bien. Bon. Alors, nous, quand nous avons pris en main ce problème-là, on s'est dit, il faut qu'on élabore ce qu'on appelle la problématique éthique, qu'on regarde les questionnements éthiques avec les scientifiques eux-mêmes. Pas simplement nous de notre côté, pendant que les scientifiques travaillent de leur. Il faut qu'on aille les questionner sur leur paillasse, si je puis dire, là où ils bossent, dans leur labo, et qu'on élabore avec eux une problématique éthique, quoi. Et eux-mêmes, c'est pas les scientifiques, vous savez que je les aime bien, donc c'est pas des monstres, les scientifiques, ils n'ont pas envie de faire n'importe quoi. Mais évidemment, l'éthique, en général, c'est pas leur truc, quoi. Ils ont été formés à la biologie, etc. Bon. Alors, quand on arrive, ils nous mettent l'étiquette, là, éthicien. Une étiquette qu'on ne se donne jamais à nous-mêmes. Mais eux, ils mettent éthicien, c'est-à-dire le censeur, qui va venir nous mettre, qui va venir freiner le développement de nos sciences et technologies. En gros, ils ont cette idée-là. Parce qu'ils assimilent l'éthique à une espèce de règle morale, ou bien à un code juridique qu'il va falloir. Et c'est important de bien dire, de bien différencier ces trois éléments. Et moi, j'aime bien leur donner, non pas pour les amadouer du tout, mais parce que c'est en fait très exigeant, cette définition de l'éthique de Paul Ricoeur, le philosophe protestant du XXe siècle, qui dit: l'éthique, c'est le mouvement même de la liberté qui cherche une vie bonne. Le mouvement même de la liberté qui cherche une vie bonne, dans la sollicitude envers autrui, et dans un juste usage des institutions sociales. Vous avez la question du rapport à la personne, vous avez la question des institutions sociales. Le mouvement même de la liberté qui cherche une vie bonne, c'est-à-dire c'est un mouvement, c'est pas tout écrit d'avance, ça tombe pas, excusez-moi l'expression du ciel, ça se cherche, c'est une recherche, c'est un mouvement. Bien sûr que dans ces questions de bioéthique, avec les biotechnologies, on va retrouver des vieilles questions de la philosophie, des techniques qui ne datent pas d'aujourd'hui. Mais à frais nouveau, il n'y a pas de réponse toute faite. Il faut aller chercher avec. Il ne s'agit pas d'arriver comme un censeur du dessus de la mêlée. Il s'agit de comprendre de l'intérieur ces technologies et puis ensuite de discerner avec d'autres qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas. Le mouvement même de la liberté, parce que de fait, alors je vois au début, il y avait des gens qui me disaient: ah, vous allez trouver les bons mots pour faire passer nos produits. Parce que l'éthique, ça peut devenir alibi, vous le savez bien. On dit, on trouvera les bons mots si les produits sont bons. Mais si. Bon, ceci dit, on peut se faire avoir aussi, c'est vrai. Mais, donc, voilà, mouvement même de la liberté qui cherche une vie bonne. Qu'est-ce que c'est une vie bonne? On pourrait avoir des opinions assez diverses, même dans cette bonne bibliothèque, la librairie la procure. Bon. Et alors, n'en parlons pas quand on sort à droite à gauche. J'ai eu la chance d'avoir vécu une session de bioéthique en Corée du Sud la semaine dernière, invité par des Coréens. Ils pensent pas comme nous. Ils n'ont pas les mêmes fondements sur l'homme, la destinée. En même temps, on retrouve quand même des universaux, comme on dit. Mais bon, il faut chercher quand même. Bon. Donc voilà, mouvement qui cherche une vie bonne, dans la sollicitude envers autrui, et donc ça c'est l'éthique évidemment appliquée à l'humain en particulier, mais à l'animal aussi, c'est bien, c'est pas le même autrui, mais quand même, pas n'importe quoi avec un animal non plus, ni avec un végétal d'ailleurs finalement. Et voilà, donc le lien au vivant, sollicitude envers autrui, est-ce que c'est un regard de sollicitude ou c'est un regard utilitariste envers autrui? On voyait un peu les questions bien sûr. Et dans un juste usage des institutions sociales. Alors ça, c'est important. Je donne souvent cet exemple, je dis,
toutes ces technologies, alors pas que les nanotechnologies, mais disons toutes les technologies appliquées aujourd'hui dans le médical, dans machin, etc., ça peut être magnifique, ça coûte cher. Et aujourd'hui, vous savez comme moi que pour se faire rembourser une paire de lunettes par la sécurité sociale, s'il n'y en a pas une bonne complémentaire, alors le juste usage des institutions sociales, c'est quel poids, quelle mesure sur toutes ces technologies. Vous voyez, ça fait partie d'eux aussi, bien sûr, ça fait partie du discernement. Alors comment concilier, parce que vous parlez d'un difficile discernement éthique, comment concilier justement science et éthique, éthique et innovation concrètement? Parce qu'on voit bien que le scientifique, sans généraliser, a toujours l'impression que l'éthique va mettre un frein à sa volonté de recherche. Donc comment concilier chez ces scientifiques l'éthique et la science? Alors justement, c'est toute la question. Mon point de vue, vous le verrez dans le livre, on peut comprendre que d'autres ne le partagent pas, c'est à la fois une bienveillance par rapport aux nouvelles technologies, y compris aux technosciences, une bienveillance, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas un regard bienveillant, et en même temps, une vigilance éthique forte. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas répondre trop vite aux questions. En même temps, il faut que les peurs, les fantasmes, qui sont de plus en plus nombreux, parce qu'évidemment, ça donne le tournis quand l'homme est capable de mettre la main sur les briques élémentaires du vivant. Évidemment que ça donne le tournis, parce que ça peut être pour le meilleur et pour le pire. Et je vais vous donner quelques exemples. Et en même temps, donc ça donne le tournis, il peut y avoir des peurs, des fantasmes aussi, n'importe quoi, on va voir. Bon, il faut que ça puisse s'exprimer. Mais en même temps, une bienveillance et une vigilance éthique, parce que, de fait, on peut faire le meilleur ou le pire. À moyen terme. Alors, il y a plusieurs, dans ce questionnement éthique, il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, le plus classique, qui est important, ce qu'on appelle l'éthique des risques, quand on fait la balance, quand on fait l'équilibre, pardon, je parle français, quand on fait l'équilibre entre avantages, risques. Les sceptiques disent risque, avantage. Les bienveillants disent avantage, risque. En effet, par exemple, on fabrique des micro-organismes et des nano-organismes, vous avez compris. On est même capable aujourd'hui de penser à fabriquer du vivant que la nature n'a jamais produit. Car on peut modifier les bases de l'ADN que l'on connaît, avec les 4 lettres de l'alphabet qui constituent, je ne vais pas vous faire un cours de biologie, on peut penser à d'autres bases du vivant. Par exemple, le carbone, certains pensent le remplacer par le silicium, etc. Certains pensent, d'autres disent ça ne marchera pas. C'est déjà remplacé par du chlore, pas le carbone, mais d'autres éléments, le chlore, on a déjà modifié, ça marche. Bon, donc on peut, vous voyez tout ce que ça ouvre, est-ce qu'on fera, est-ce qu'on ne fera pas. D'autre part, il y en a qui disent, mais l'homme a pris le relais de l'évolution naturelle, et considéré comme naturel ce qui n'a pas eu la main de l'homme. Et l'homme, il apporte de l'artificiel, depuis très longtemps. Les paysages que l'on dit naturels, quand on va dans les campagnes, tu parles, ils ont été déjà largement remodelés par l'homme. Donc naturel, artificiel, ça bouge, ça. Bon. Mais vous savez que le naturel est considéré souvent comme bon et l'artificiel comme dangereux. Là aussi, il faut retravailler ces affaires-là. C'est pas évident du tout. Bon. Et en même temps, voilà, la possibilité d'aller fabriquer, trouver des voies que la nature n'a pas empruntées. D'après les théories plus ou moins darwiniennes de l'évolution, au hasard, avec hasard et nécessité, il y a plein de possibles et la nature a emprunté certains possibles et on se dit pourquoi on ne pourrait pas tenter les possibles que la nature n'avait pas. Voilà, bon. On est donc capable, vous voyez, d'imaginer en tout cas. Après de réaliser, c'est une autre chose, parce que tout ça c'est quand même encore beaucoup l'état de promesse. Donc, première chose, ces micro-organismes qu'on fabrique, qui peuvent être même différents de ceux que la nature peut produire elle par elle-même, du moins à notre connaissance en tout cas, ils peuvent être, c'est ce qu'on appelle la biosécurité.
Et la biosureté ensuite, la biosécurité, c'est-à-dire que s'il s'échappe, c'est en milieu très confiné, s'il s'échappe du laboratoire, qu'est-ce que ça devient quand il part dans la nature et qu'il mute? Parce que une des propriétés du vivant, c'est de muter. Hein. Qu'est-ce que ça donne quand il part dans la nature? Qu'est-ce que ça donne sur la santé des chercheurs aussi, déjà, avant même qu'ils partent dans la nature? Et puis, il y en a qui ont pensé, ça c'est la biosureté. On s'est dit, si quelques terroristes ont accès, ils ont déjà accès des fois à des virus, vous savez qu'aujourd'hui, même sans aller dans les bactéries, on a reproduit le virus de la grippe espagnole, puis on peut le rendre encore plus résistant et violent, machin. Vous imaginez, hein? Bon, alors je ne vais pas vous faire attraper une mauvaise nuit, hein? Bon, un cauchemar, mais bon. Biosureté, biosécurité. Ça, vous voyez, c'est la première base. Deuxièmement, deuxième niveau de questionnement, tout ça je le développe dans le livre. Hein. Deuxième niveau de questionnement, je dis, mais quels sont les buts qu'on poursuit? Alors, ça c'est vrai pour toute technologie d'ailleurs. Mais quels sont les buts qu'on poursuit? Alors par exemple, vous voyez des choses du style, si on arrive, je vous ai dit qu'on était capable aussi de fabriquer des nanopuces, des implants aussi, des implants cérébraux, et ça peut être très intéressant quand il y a eu des endommagements dans le cerveau, etc. Donc super, hein. Alors du coup, on va pouvoir utiliser ces nanobiotechnologies, nanopuces, tout ça, pour réparer les dégâts dans le corps humain. Il y en a qui se sont dit, bah oui, on peut réparer, mais si on peut réparer, on doit pouvoir augmenter les potentialités de l'humain. De l'homme réparé à l'homme augmenté, quand c'est appliqué à l'humain. Et pourquoi pas? On a toujours eu envie d'augmenter, non, nos capacités. Mais vous voyez que ça peut devenir une autre forme de dopage, hein. Avec quelles conséquences? Et quand ça a trait à des implants dans le cerveau, quand vous touchez à une fonction quelque part, qu'est-ce que ça a comme... Bon, tout ça, il faut quand même l'étudier. Hein. Et c'est quoi le but, finalement? Le but, c'est de faire... Alors, il faut pas dire que tout le monde pense comme ça, mais il y a des gens qui s'appellent les transhumanistes, qui pensent justement à un nouvel... Après, vous avez tous les fantasmes qui se réveillent, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ça prend des formes un peu nouvelles. Transhumanisme, on va faire un surhomme qui va être une espèce d'hybride, hein, une espèce de cyber aussi, hein, une espèce d'hybride avec du vivant naturel et puis plein d'implants qui vont stimuler telle ou telle potentialité, enfin vous voyez un peu tout ce qu'on peut rêver, ou bien alors la capacité de reprogrammer les cellules pour les rendre immortelles d'une certaine manière. On vous propose maintenant de vivre 300 années si vous voulez. On peut se demander pourquoi faire d'ailleurs, hein, mais bon. Voilà. Donc, sans aller, ça existe, hein, ça. Ça existe. La retraite à 65 ans, c'est vraiment une prime jeunesse. Hein. Bon. 200 ans de vacances. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous voyez, les buts poursuivis. Les buts poursuivis, quand même. Ça fait partie de l'éthique de questionner les buts poursuivis. Hein. Bon. Troisième niveau important aussi, c'est justement le rapport au vivant et à la vie. En gros, est-ce qu'on va arriver à créer du vivant? Alors les gens ils disent des fois créer. Hein. Alors moi je dis fabriquer, comme Dieu, hein. Voilà, vous avez dit la chose. Alors moi je dis au moins fabriquer des morceaux de vivant artificiel. Il y a une nuance entre fabriquer et créer, hein. Surtout quand on s'adresse à un théologien. Hein. Bon, hein, mais pas que aux théologiens quand même. Hein. Voilà. Alors on va dire, quel va être le statut par exemple de déjà des robots, on fait des nanorobots qui s'auto-reproduisent. La reproductibilité, c'est une des propriétés du vivant. Alors, c'est quoi leur statut, ces nanorobots qui se reproduisent? Et du coup, on va dire, mais le vivant, quoi, on le voit, c'est surtout des fonctionnalités, le vivant. Alors, on repère les fonctionnalités du vivant, et on va faire des fonctionnalités du vivant la définition du vivant. Et tant que ces fonctionnalités sont réparables, voire qu'on peut augmenter, super. Quand les fonctionnalités ne marchent plus, à la casse. Vous voyez les conséquences dans nos grandes questions aujourd'hui, y compris de fin de vie et compagnie. Le rapport au vivant est transformé. Le rapport à la vie aussi. Qu'est-ce que la vie? Un jeu de Lego. Je provoque là, je ne le crois pas moi. Mais, un jeu de Lego, il me dit, bah oui. On se repose les énormes questions. Cette question, qu'est-ce que la vie? Elle ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Vous avez un magnifique livre, gros par contre, on reconnaît, mais tout petit. Hein. Un magnifique livre, gros,
de André Pichot, Histoire de la notion de vie. Et ça commence très loin, ça passe par l'âme d'Aristote aussi, parce que vie, âme, tout ça, évidemment, il y a des liens directs. Ça s'arrête par contre à la moitié du XXe siècle. Donc ça ne prend pas en compte justement, il faut écrire les pages suivantes, si je puis dire. Hein. Vous voyez, qu'est-ce que la vie à l'époque où on est capable déjà de fabriquer des morceaux de vivant artificiels et où certains pensent qu'on pourra fabriquer de manière synthétique des cellules complètement artificielles, etc., où on met la main sur le génome, le gène, etc. Rapport à la vie. Hein. Alors, c'est là que les philosophes, mais bien avant aussi, hein, l'éthique, la base de l'éthique, c'est la philosophie morale. Hein. Et évidemment, les théologiens aussi ont leur mot à dire. C'est là que voilà, la prise en compte d'une réflexion philosophique elle est fondamentale pour savoir évidemment le sens de tout ça et se poser les bonnes questions sur le sens de tout ça. Hein, bien entendu. Et puis la vie. C'est François Jacob déjà, hein, François Jacob, prix Nobel avec Jacques Monod, si vous vous souvenez bien, qui en l'an 2000 a fait une conférence qui a beaucoup marqué, c'est un agnostique, hein, et il disait, mais le biologiste, il ne peut pas parler de la vie. Il parle du vivant et encore des fonctionnalités du vivant, ce qui est évidemment lié à la vie. Les fonctionnalités du vivant sont liées à la vie. Hein. Bon. Mais elles ne disent pas la totalité de la vie. On retrouve ces vieilles questions, alors connues, j'ai connu, hein. Dans la vie, il y a les fonctionnalités, mais il y a aussi le fait d'exister. Hein. Voilà. Par exemple, en exerçant mes fonctionnalités moi je ne suis pas, mais j'en vois en face de moi des grands artistes. Quand j'exerce mes capacités d'artiste, ça me transforme, non? C'est pas simplement les capacités que je vais traduire en termes biologiques, mais ça me transforme. Je deviens en exerçant. Il y a un exister, hein? Il n'y a pas qu'une fonction. Bon. Alors, figurez-vous que ça, c'est très intéressant. Parce que même aujourd'hui, on se rend compte, sur le terrain de la biologie, c'est le tout début, et c'est extrêmement intéressant, on se rend compte qu'il y a un effet du psychisme sur le biologique. Alors vous me direz, ça fait longtemps qu'on parle du psychosomatique, hein, des maladies psychosomatiques. D'ailleurs, une fois qu'on vous a dit que c'était psychosomatique qu'on avait, ben, qu'est-ce qu'on en fait, hein? Bon, bien. Mais aujourd'hui, on voit par exemple, alors l'effet du biologique sur le psychique, ça on le sait, hein, si on trafique dans notre cerveau, bon, si vous absorbez un peu trop d'alcool, vous voyez tout de suite ce que ça fait. Bon. Mais l'effet du psychique sur le biologique, et aujourd'hui, on commence à s'y intéresser fortement. C'est ce qu'on appelle notamment l'épigénétique. L'expression des gènes est modifiée par leur environnement par les autres gènes, mais aussi par tout ce qui constitue l'environnement, et en particulier une partie de psychisme. La plasticité cérébrale, le fait d'exercer des capacités que notre circuit cérébral nous donne, va agir sur les interactions. Par exemple, on a montré qu'un violoniste, hein, qui tient l'archet, je suis nul, vous allez m'aider, hein, qui tient l'archet de la main droite, et mais c'est surtout la main gauche qui travaille, après ce que j'ai compris, hein, c'est elle qui fait les accords là. Hein. L'aire cérébrale correspondant à ce mouvement de la main gauche que l'on peut aujourd'hui déterminer est 4 fois plus développé chez un violoniste que chez vous et moi si vous n'êtes pas violoniste. Autrement dit, il y a, et ça ne l'était pas avant qu'il fasse son apprentissage, hein, autrement dit, l'apprentissage, le comportement finalement, avec la volonté d'apprendre, de machin, de trucs, joue sur le développement biologique. Autrement dit, vous voyez, ça, pour moi, c'est un signe, je le reprends, c'est un signe extrêmement important. C'est un signe pour dire, quand on touche à des fonctionnalités, quand on touche à du biologique, attention, ça a des répercussions sur l'ensemble, en particulier quand c'est appliqué à l'humain. Et je ne vous cache pas que dans la patrie de Saint-Irénée, dont l'anthropologie, esprit, âme, corps, est particulièrement pertinente, et même s'il ne date pas d'aujourd'hui, je pense qu'on a une toile de fond là, sur l'impact de l'utilisation, et il me semble, et ça c'est une proposition personnelle bien sûr qu'il faut travailler et étudier,
que lorsque ces nouvelles technologies s'appliquent et permettent une harmonie de ces trois dimensions qui sont en interaction, évidemment, pas coupées en trois morceaux, l'homme, hein, eh bien, peut-être qu'elles peuvent nous être particulièrement utiles. Quand elles déséquilibrent largement, elles peuvent être particulièrement dangereuses. Et il me semble que les progrès, y compris des sciences dures qui s'aperçoivent actuellement des répercussions du psychique sur le biologique, sont comme un signe de cet intérêt de continuer de fonder l'éthique sur une anthropologie qui tienne vraiment le coup lorsque ces biotechnologies sont appliquées à l'homme. Perspective à travailler modestement proposée. Donc il y a du travail pour le théologien et le philosophe en perspective. Et oui, et vous voyez, c'est pas pour rien que dans les comités d'éthique, eh bien, on essaie d'avoir pas que des scientifiques, pas que des citoyens qui posent des très bonnes questions, et ça c'est nécessaire, mais des philosophes et des représentants des grandes religions, qu'ils soient religieux ou non religieux, mais voilà, des représentants des grandes religions, parce que de fait, quand c'est appliqué à l'humain en particulier, mais pas uniquement, mais quand c'est appliqué à l'humain, parce qu'évidemment il y a une différence entre trafiquer une bactérie et trafiquer l'humain quand même, hein, c'est pas de la même nature. Ceci dit, le rapport au vivant et à la vie, il est impacté, hein. Comme disait Jacques Ellul, l'homme technicisé. Les techniques non seulement nous modifient éventuellement quand on a des implants ou des choses comme ça, mais elles modifient notre manière de penser la vie, le vivant, hein, bien sûr, l'homme technicisé. Et c'est pas forcément un drame si on en a conscience et si on est capable de grandir en liberté grâce aux techniques et non pas d'être asservi par elles.